Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 9 février. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Le remaniement ministériel a finalement été finalisé par Emmanuel Macron et son Premier ministre. Hier, une vingtaine de nouvelles personnalités ont été nommées avec notamment l'arrivée de Nicole Belloubet à l'éducation en remplacement d'Amélie Oudéa-Castéra qui conserve cependant le portefeuille des sports. Et selon une source judiciaire, une perquisition a eu lieu dans les bureaux de Huawei en France, et ce dans le cadre d'une enquête concernant des suspicions d'atteinte à la probité. Ces procédures s'inscrivent dans un contexte international où la société Huawei est interdite dans de nombreux pays en raison de ses liens étroits avec le Parti communiste chinois, ce qui pose bien évidemment des problèmes de sécurité nationale. Les infractions alléguées pourraient inclure la corruption, le trafic d'influence ou la prise illégale d'intérêts. Et toujours à propos de justice, le parquet de Paris vient d'annoncer hier qu'il faisait appel contre les relaxes qui ont été prononcés dans les affaires des assistants parlementaires européens du MoDem, et notamment à l'égard de François Bayrou. Selon le parquet, les faits reprochés caractérisent bien les infractions et les preuves sont bien réunies contre tous les prévenus. Pour rappel, François Bayrou, poursuivi pour complicité de détournement de fonds publics, avait été relaxé au bénéfice du doute. Et le juge Édouard Durand a lancé, lui, un appel pour la protection de l'enfance dans un texte intitulé « 160 000 enfants, violences sexuelles et un déni social ». Il met en lumière ce qu'il considère comme un déni massif et ancien autour des violences sexuelles faites aux enfants en France. Le juge Durand souligne également l'impunité des agresseurs, soulignant que 60% des professionnels ne réagissent pas lorsque des enfants révèlent les violences sexuelles qu'ils ont subies et que plus de 70% des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs sont classées sans suite. Et selon un sondage IFOP, Marine Le Pen serait en tête des intentions de vote pour les présidentielles de 2027 et remporterait le second tour face à Gabriel Attal ou Édouard Philippe. Jean-Luc Mélenchon est estimé 4e avec 14% des intentions de vote. Les candidats de gauche ne totaliseraient, eux, que 25% des suffrages. Et je laisse maintenant la parole à Anthony qui va nous parler aujourd'hui du manque de clarté de l'Union européenne dans certaines de ses transactions. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous mettons une nouvelle fois sous les projecteurs la Commission européenne. Cette fois-ci, nous vous parlons de son manque de transparence supposé dans l'achat de 146 millions de doses supplémentaires de vaccins anti-Covid. En effet, l'autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire a lancé un appel d'offres dans ce sens en janvier. Et malgré la controverse sur les précédents contrats européens d'achat de vaccins et le scandale du SMS Gate, l'opacité règne à nouveau. Cette fois-ci, seules les entreprises invitées pourront postuler et le prix de la transaction sera tenu secret. De quoi soulever des préoccupations quant à la manière dont ces contrats sont conclus et des risques de corruption possibles. Voici les détails. Un récent rapport de la Cour des comptes européenne met en lumière des pratiques alarmantes dans les marchés publics de l'Union européenne entre 2011 et 2021. La responsable du rapport, Helga Berger, a souligné que bien que les marchés publics représentent quelques 2 milliards d'euros chaque année, soit 14% du produit intérieur brut des 27 États membres, le niveau de concurrence pour les marchés publics a baissé au cours des 10 dernières années. Le nombre de procédures où il n'y a eu qu'un seul soumissionnaire a augmenté de 100% en 10 ans. Le sommet a été atteint en 2021 avec une seule entreprise qui a soumissionné pour 42% de tous les marchés publics en Europe. Lors de la présentation du rapport, l'eurodéputée française Virginie Joron a profité de cet état des lieux accablant pour aborder le nouvel appel d'offres pour l'achat de 146 millions de doses supplémentaires de vaccins anti-Covid par la Commission européenne. La députée a vivement critiqué l'opacité entourant cette transaction, soulignant les risques de corruption et le manque de transparence. Sur quelle base on se pose pour pouvoir annoncer de tels chiffres, quelles sont les motivations et effectivement pourquoi on n'a pas toujours accès à ces prix. Après avoir rappelé les chiffres du rapport de 2022, comprenant 4,6 milliards de doses achetées pour 71 milliards d'euros,
j'aurai à demander. Comment les auditeurs de la Cour européenne des comptes peuvent auditer les transactions financières européennes et de tous ces marchés en vertu de l'article 287 du traité si les prix sont gardés secrets et si des communications secrètes ont lieu avec certains soumissionnaires. Cette fonction d'acheteur est tout à fait nouvelle pour la Commission et les montants sont considérables, comme je l'ai dit précédemment. En réponse, la représentante de la Commission européenne a défendu la nécessité de garder certaines informations secrètes pour des raisons de santé publique. Toutefois, cette explication n'a pas dissipé les inquiétudes quant à la gestion des contrats. En effet, s'il est concevable que certaines données du contrat puissent être tenues secrètes, on a un petit peu plus de mal à comprendre pourquoi, par exemple, le prix unitaire de chaque dose devrait être tenu confidentiel. Aussi, cette question suscite, à raison, des questions sur la nécessité et les motivations derrière de telles acquisitions. D'autant qu'en 2014, l'Union européenne a adopté des directives sur les marchés publics qui visaient une transparence totale. Mais de toute évidence, l'objectif est loin d'être atteint. Résultat, les appels en faveur à davantage de transparence et à une supervision accrue des processus d'achat se font de plus en plus insistants. D'autre part, de nouveaux éléments d'inquiétude liés à la technologie des vaccins anti-Covid-19 surgissent. En effet, en janvier, des scientifiques de Moderna ont souligné dans un article publié par Nature Reviews Drug Discovery les risques potentiels de toxicité associés à la technologie de l'ARNM, utilisée dans les fameux vaccins de Moderna et de Pfizer. Leurs préoccupations sont multiples et concernent, entre autres, les composants des nanoparticules lipidiques, les méthodes de production ou encore les protéines produites par l'ARN. De nouvelles informations qui, espérons-le, conduiront à la prudence. Je vous remercie. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony. On passe à l'international avec une interview de Vladimir Poutine de plus de 2 heures, réalisée par le journaliste américain Tucker Carlson. Au cours de l'interview, Poutine a déclaré qu'une défaite de la Russie en Ukraine était impossible. Il a également affirmé qu'il écartait l'idée d'envahir la Pologne ou la Lettonie, ces pays ne représentant pas un intérêt pour la Russie. Poutine a souligné que les Occidentaux devaient maintenant réfléchir à la suite et a exprimé la volonté de la Russie de dialoguer. Et aux États-Unis, le président Joe Biden a vigoureusement nié avoir des problèmes de mémoire lors d'une allocution télévisée suite à un rapport du procureur spécial Robert Hur. Ce rapport déclare que la mémoire de Biden a empiré avec l'âge et que par conséquent, il ne recommande pas d'engager de poursuites à son encontre. Biden, ému, a exprimé son indignation face à ces allégations et la Maison-Blanche a réagi en évoquant des commentaires déplacés tout en saluant la décision de ne pas engager de poursuites. Et on passe maintenant aux actualités Chine avec Vladia qui va nous parler aujourd'hui d'économie et de surveillance de masse. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Demain, nous entrerons dans une nouvelle année selon le calendrier lunaire chinois. Nous dirons adieu à l'année du lapin d'eau, Yin, et nous accueillerons l'année du dragon de bois, Yang. Je prends donc un peu d'avance et je vous souhaite à tous une belle et riche année du dragon. Meilleurs vœux. On passe aux actus du jour. Pékin s'inquiète des droits de douane et des sanctions imposées par les États-Unis aux entreprises chinoises. C'est ce qu'ont déclaré mardi ses responsables financiers à des représentants du Trésor américain en visite dans le pays. Ces craintes font suite à la proposition de l'ancien président Trump qui souhaite imposer une taxe de 60% sur les produits chinois s'il est élu. Une délégation américaine est à Pékin pour une série de négociations commerciales. Ils doivent parler des tactiques de Pékin en matière de commerce et de la surcapacité industrielle. Washington considère nombre d'entre elles comme des pratiques déloyales destinées à bloquer ou à contraindre les entreprises étrangères opérant dans le pays. La réunion se fait dans un contexte de morosité de l'économie chinoise, confrontée à la chute des marchés, à des problèmes immobiliers et à une dette locale croissante. Des informateurs civils à la reconnaissance faciale, un vaste réseau de surveillance de haute technologie est implanté un peu partout en Chine. Mais comment fonctionne ce système ? Pékin peut-il exporter son modèle de surveillance à l'étranger ? Examinons la question sous 3 angles différents, le travail, la société et l'économie.
Selon une analyse publiée par le magazine Foreign Affairs, le système de surveillance chinois repose en grande partie sur la main-d'œuvre. Depuis que le Parti communiste chinois a pris le pouvoir en 1949, le régime a mis en place un réseau de millions d'informateurs. Nombre d'entre eux travaillent gratuitement en se cachant parmi les civils, qu'ils soient incités ou contraints à servir le régime. Mais un système d'une telle ampleur nécessite un réseau géant, ce qui rend son exportation vers d'autres pays pratiquement impossible. Un autre facteur est que, contrairement à la Chine, les autres États ne disposent pas d'un ancrage et d'un contrôle aussi profond sur leur société. L'auteur ajoute que la Chine, dont l'économie est en perte de vitesse, pourrait avoir plus de mal à faire face aux coûts de maintenance. En 2022, la Chine a dépensé environ 187 milliards d'euros pour sa seule sécurité intérieure. Rendez-vous compte que ce chiffre correspond presque au total de ses dépenses en matière de défense. Outre les préoccupations budgétaires, l'économie chancelante a une autre conséquence sur le système de surveillance, le mécontentement du peuple. Les recrutements futurs pourraient être plus difficiles car des problèmes tels que la hausse du chômage suscitent la colère des habitants qui pourraient être moins enclins à travailler pour le régime. Si l'état de surveillance tombe, l'auteur ajoute que le PCC sera plus enclin à utiliser des tactiques de répression dures contre son peuple à l'avenir. Très peu de gens comprennent à quel point il est dur de se débarrasser de la culture du parti. De nombreux intellectuels chinois expliquent ce phénomène et en réalité ça nous concerne aussi nous les Occidentaux, même si on a grandi dans une société beaucoup plus libre en comparaison. Et je dis bien en comparaison. Je vais mettre un lien vers une étude qui parle de ce principe en message épinglé sous cette vidéo. Je pense que ça vous parlera. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous, merci Rémi, à lundi. Merci Vladia, et on conclut cette édition avec un grand peintre classique français, Claude Gelée, dit le Lorrain, maître incontesté du paysage classique. Ses œuvres mettent en avant des paysages servant de toile de fond à des scènes bibliques, mythologiques ou historiques. Les éléments les plus importants de ses compositions sont les ciels, les arbres, la mer et les bâtiments. La relation de Claude Gelée avec des artistes paysagistes flamands a nourri sa personnalité artistique. Claude Gelée ne cherchait pas à reproduire fidèlement des paysages existants, mais plutôt à créer des paysages imaginaires inspirés de la réalité. Sa démarche visait à s'imprégner de la réalité pour en éliminer les imperfections afin d'atteindre un idéal de beauté. Et voilà, c'est sur ces belles images qu'on termine ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc lundi à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, excellent week-end, à lundi.